IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir. Un homme plutôt connu, je pense, Didier Van Coveler, qui est un écrivain français et qui a écrit 67 livres, dont le dictionnaire de l'impossible, l'évangile de Jimmy. Le dernier s'appelait La personne de confiance, mais je pense qu'il va sortir aussi prochainement un livre sur l'intelligence des plantes. Donc Didier Van Coveler était un invité lors du colloque organisé par l'Institut Métapsychique International à l'occasion de son centenaire qui a eu lieu le 7 juillet 2019. Il était donc l'invité, un des invités de cette journée qui avait pour titre La conscience augmentée, de l'expérience exceptionnelle à la science métapsychique. Dans ce colloque, il intervient sur le thème quand les tribunaux valident le paranormal. Ce sont des petites histoires qui sont passées devant les tribunaux pour justement valider le paranormal. J'ai choisi un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Alors pardon, j'aime pas trop lire, mais là la précision nécessaire va m'obliger de lire beaucoup. Quand on aborde les phénomènes paranormaux, et évidemment je préfère le terme de métapsychique parce que le préfixe méta signifie au-delà. On est dans une thématique de changement, d'évolution, tandis que paranormal, ça signifie à côté du normal, donc ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est normal à un moment donné, pour qui? C'est évidemment une notion qui n'arrête pas d'évoluer, donc la qualification ne nous apporte rien de précis. Quand on s'intéresse à ces phénomènes métapsychiques, on se heurte à l'épineux problème de la preuve. Car le phénomène, même s'il est souvent mesurable et quantifiable, il est rarement reproductible à l'identique, ce qui est évidemment la définition de la preuve scientifique. Mais il est un autre domaine rarement abordé, où la notion de preuve prend toute sa signification, c'est celle de la reconnaissance légale. Fils d'avocat, j'ai toujours été passionné par le regard rigoureux, pragmatique et parfois surréaliste que les décisions de justice portent sur les phénomènes qui nous intéressent. En voici quelques exemples que j'ai étudiés dans les 2 tomes de mon dictionnaire de l'impossible. Et continuons par la première reconnaissance d'un miracle opéré par un tribunal. Alors vous allez me dire, il s'agit d'une de ces guérisons inexplicables survenues à Lourdes, plus de 7000 reconnus par la médecine, rappelons-le, 70 par l'Église. J'avais envie de dire contre 70 par l'Église, puisque là où le médecin se contente, entre guillemets, de vérifier s'il y a une disparition instantanée de telle pathologie, de tels symptômes ou une reconstruction d'organes, l'Église demande qu'en plus la personne puisse prouver qu'elle a été touchée par la grâce et qu'elle s'est montrée digne de la guérison qui est tombée dessus. Eh bien non, c'est pas vraiment à Lourdes que ça se passe. Peter de Ruder est un ouvrier agricole travaillant sur les terres du vicomte Dubus de Gisigny, dans la région de Gand. Il a 45 ans en 1867, lorsque la chute d'un arbre lui broie la jambe gauche. Fracture ouverte du tibia et du péroné, sur laquelle s'installe la gangrène. Les médecins n'ont d'autre recours que l'amputation. Il la refuse à plusieurs reprises, préférant mourir couché en priant Dieu d'abréger son calvaire. Et 8 ans plus tard, il est toujours là, dans le même état d'infection et de souffrance, avec ses os brisés qui ne se sont pas rejoints. Les médecins impuissants et vexés l'ont abandonné à son sort. Seul le vicomte Dubus lui rend parfois visite et continue de lui verser une pension d'invalidité en tant que son ancien employé agricole. C'est alors qu'on entreprend de construire à Osteker, à 1500 mètres de chez Peter, une réplique de la grotte de Lourdes. Dès l'ouverture au public le 7 avril 1875, il décide de s'y rendre en pèlerinage. En se traînant sur ses béquilles, aidé par sa femme, il mettra 2 heures à atteindre la grotte. Il y arrive à bout de force, mais là, soudain, les témoins, beaucoup de gens du village l'ont suivi, son médecin aussi, les témoins le voient lâcher ses béquilles. Dans son langage fruste, il se déclare comme ravi à lui-même. En traversant les rangées de pèlerins médusés, il s'agenouille devant la statue de la Vierge en criant « Ô mon Dieu, où suis-je » dans une mauvaise réplique en stuc de la grotte de Lourdes, sans eau miraculeuse, ni souvenir porteur d'une quelconque apparition mariale. Le décor n'est que l'imitation grossière d'un lieu saint, mais la guérison expresse semble authentique. Après avoir gambadé autour de l'édifice,
Peter de Ruder rentre chez lui au pas gymnastique, suivi par sa femme essoufflée qui porte les béquilles. Le lendemain, les médecins l'examinent. La jambe et le pied ont repris un volume normal, les os rompus semblent ressoudés et la gangrène a disparu. Sans aucune séquelle et en pleine forme, le brave Peter, pas rancunier, va reprendre son travail. Pendant les 23 ans qui vont suivre, 30 médecins, 300 prêtres et 4 évêques viendront le visiter pendant ses heures de loisirs. La plupart viennent pour essayer de démontrer une supercherie, aucun n'y arrivera. Ils ne peuvent constater que la robustesse de sa jambe gauche, de sa foi et de sa bonne humeur. 10 ans après sa mort, il sera reconnu par la médecine et l'Église comme le 8e miraculé officiel de Lourdes. un miraculé hors les murs. Avec preuve à l'appui. En effet, le mercredi 24 mai 1899, à 5 h du matin, on exhuma le corps de Peter de Ruder. Le docteur Van Ostenberg procéda à l'amputation des 2 jambes et le rapport d'autopsie est formel. Il met en évidence le tracé de fractures anciennes de longue durée et spontanément ressoudées. Ce certificat d'autopsie à valeur légale peut être considéré comme la première confirmation juridique d'un miracle. Il a en effet été retenu lors de la révision du procès intenté par les héritiers du buste de Gisigny, accusant l'ouvrier agricole d'avoir simulé un accident du travail pour extorquer une pension aux défunts victimes. Le cas suivant que nous allons examiner se rapporte à ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, ou plus justement une expérience aux frontières de la mort, c'est-à-dire ce que perçoit la conscience au moment où le cerveau n'est plus en état de fonctionnement. Nous sommes en 1972 et c'est le cas Irène Badini. Cette non-voyante a fourni, lorsqu'on est parvenu à la réanimer, le signalement précis, couleur de peau et de cheveux, nom et prénom inscrits sur les badges, des 2 employés de l'hôpital qui lui avaient volé ses bijoux pendant qu'elle était en état de coma dépassé. Abasourdi par les accusations de cet aveugle qui les avait vus piller sa dépouille, les coupables ont avoué leur forfait et on a retrouvé les bijoux à l'endroit qu'Irène avait indiqué. Vous pouvez voir son témoignage dans le très beau film de Sonia Barcala qui s'appelle Faux départ, sur le net. Faut-il en conclure que lorsqu'elle fonctionne en dehors du cerveau, la conscience s'affranchit de certains handicaps? Toujours est-il que les tribunaux ont condamné 2 hommes pour vol qualifié en jugeant recevable le témoignage visuel d'une aveugle dans le coma. Une première. Aujourd'hui, la faculté de médecine reconnaît elle aussi de facto l'existence de ce phénomène si longtemps nié. Le 15 décembre 2014, François Lallier a obtenu son doctorat en médecine avec la note la plus haute, mention très honorable et félicitations du jury, pour une thèse consacrée à la réalité des expériences de mort imminente. Et la révolution des mentalités continue de s'accélérer au sein des tribunaux. La même année 2014, un Suédois de 43 ans, Jimmy Fries, qui venait de sortir à la surprise générale d'un coma classé irréversible, a porté plainte contre l'hôpital de Göteborg, où il était jusqu'alors maintenu en survie artificielle. Totalement paralysé suite à une crise d'apoplexie, certifié en état de mort cérébrale, il avait entendu tout ce qui se disait autour de lui. Et il a rapporté mot pour mot les conversations qui l'ont le plus traumatisé du fond de sa conscience en veilleuse. Notamment, quand les médecins s'efforçaient dans l'intérêt général de convaincre sa compagne qu'il y avait urgence à prélever ses organes. Les chirurgiens parlaient d'effectuer des tests sur mon foie et mes reins en vue de les donner à d'autres patients. J'avais très peur de subir une mort terrifiante. Le rescapé a précisé qu'il ne poursuivait pas les médecins en justice à titre personnel, mais pour qu'une telle chose ne puisse se reproduire. Pour qu'on sache qu'un être humain en coma dépassé n'est ni un légume, ni un pré-cadavre sous assistance respiratoire, ni une banque d'organes insensibles.
Les tribunaux l'ont suivi, en condamnant l'hôpital à verser à titre de dommages et intérêts la somme symbolique que réclamait le survivant. Mais qu'en est-il lorsqu'on meurt pour de bon? La justice américaine a tranché. En 1978, la déposition d'une revenante a été jugée recevable par le tribunal de Chicago. Pour la première fois dans les annales de la police, la victime d'un meurtre camouflé en incendie avait en effet dénoncé, preuve à l'appui, son meurtrier post-mortem. Alors même que les enquêteurs ne disposaient d'aucun indice permettant de soupçonner un crime, Feu Teresita Baza était apparu à une collègue infirmière pour lui indiquer le nom et l'adresse de son assassin, ainsi que l'endroit où il avait caché ses bijoux, dont la police ignorait le vol. La découverte du butin et les aveux du coupable créèrent une jurisprudence établissant de ce fait l'existence des fantômes et la validité de leurs témoignages au regard de la justice. Conséquence inattendue. Dans la plupart des États américains aujourd'hui, la vente d'un bien est déclarée nulle si des phénomènes de hantise s'y produisent alors que le vendeur a fourni, comme pour l'amiante ou les termites, un certificat d'absence de hantise. Et en racontant cette histoire au téléphone à Mario l'autre jour, Mario m'a dit, mais tu vois, il est arrivé une chose pareille pour Scott Rogo. C'est vrai que j'ai vérifié Scott Rogo, un grand parapsychologue, mort en 2010, je crois, 2011, mort assassiné, retrouvé assassiné chez lui. On n'avait vu personne, mais Jean a dit, il a un ami qui avait pris un autostop un jour, qui vient le relancer pour avoir du travail, pour tout ça, et on ne l'avait pas vu, mais c'était quelqu'un qui pouvait s'énerver, qui était violent et tout. Mais bon, il n'y avait rien, aucune trace, aucune empreinte, la police scientifique ne trouve rien, il n'y a pas d'empreinte. Et alors, quand même, les gens à qui travaillait Scott Rogo demandent à les médiums, qu'est-ce que vous sentez? Et là, même réponse de tous les médiums, il y a des empreintes, il faut trouver des empreintes, elles vont permettre d'arrêter mon assassin. Alors la police dit non, il y retourne, il n'y a aucune empreinte, et il y a une médium qui donne la précision qui manquait, puisque tous les verres qui étaient sur la table et tout ça avait été analysé dans la recherche d'empreintes et d'ADN, tout le reste aussi. Et la médium dit, c'est dans la salle de bain. Et là, en effet, dans la salle de bain, il y avait un verre qui croyait être un verre à dents, donc ils n'avaient pas fait de recherche donc, pour donner à Scott Rogo. Et là, ils trouvent les empreintes du type en question, qui était soupçonné et qui va passer aux aveux. Donc on est en effet dans le même cas de figure d'un indice donné post-mortem par la victime. Seigneur, fais de nous des instruments de la paix. Oh Seigneur, fais de nous des instruments de la paix. Oh Seigneur, fais de nous des instruments de la paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Là où il y a les ténèbres,
je mets la lumière. Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant que l'on renaît à la vie éternelle. La musique est de Serviteur de paix. Serviteur de paix qui est un jeune homme que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube, Serviteur de paix, sur YouTube. Venons-en au texte apparemment dicté depuis l'au-delà par écriture automatique. Eh bien, ils ont fait l'objet d'une décision en matière de propriété intellectuelle. La reconnaissance légale de l'auteur extra-humain. Je cite, vous pouvez lire cet article extraordinaire dans la propriété intellectuelle, trouvé sur Google, qui s'appelle « Communication spirituelle et droit d'auteur, acquis les droits d'une œuvre littéraire dictée depuis l'au-delà » par Laurence Biche-Carrière dans les cahiers de la propriété intellectuelle, volume 19, numéro 3, octobre 2007. Le cas Géraldine Cummins, entre autres, avait posé en effet au législateur une question cruciale, suite à la plainte d'un héritier, à qui reviennent les droits d'auteur d'une œuvre composée par un revenant et retranscrite par un médium. Sous réserve d'une expertise concluante, le droit anglo-saxon s'est prononcé en faveur du mort. Arrêtons-nous un instant sur cette Géraldine Cummins. Née en 1890, morte en 1969, cette célèbre dramaturge irlandaise, poétesse, écrivaine spirit et championne de hockey féminin, devint malgré elle, à partir de 1925, l'importatrice exclusive de la pensée d'un éminent chercheur, poète et professeur de lettres à Cambridge, Frederick Myers. Décédé 24 ans plus tôt, cet auteur flamboyant qu'admiraient Nietzsche, Bergson et Jung, cet infatigable explorateur de l'âme considéré comme le père de la psychologie des profondeurs, dicta à la jeune femme de lettres, si l'on en croit les témoins de la transe et l'avis des experts de son œuvre, plus d'un millier de pages, à la vitesse impressionnante de 1600 mots à l'heure. Il y raconte sa mort et les différentes étapes de son évolution dans l'au-delà. Il n'est malheureusement pas traduit en français, mais on peut le trouver en anglais, ça continue de se vendre très bien chaque année. Et c'est signé Géraldine Cummins et Frederick Myers. Ça s'appelle The Road to Immortality, c'est chez Pilgrim Book. Certains sceptiques n'ont pas hésité à accuser Géraldine Cummins d'avoir sciemment plagié Myers et simulé leur collaboration posthume pour se faire de la publicité. Ce qui paraît quand même assez douteux, vu la grande notoriété dont elle bénéficiait déjà à titre personnel. Et de toute manière, Frederick Myers, avant d'opter pour la monogamie littéraire sous le stylo de Géraldine, avait apporté la preuve suprême de la communication post-mortem qu'il avait cherché en vain de son vivant. Fondateur de la SPR, la Society for Psychical Research, il s'était acharné en effet à tester des centaines de médiums en dehors de ses heures de cours à Cambridge, mais sans jamais parvenir à exclure, en cas d'information avérée, l'hypothèse que le sujet en transe fût en communication télépathique avec un autre vivant. Il est donc mort insatisfait à 58 ans.
après avoir prévenu ses collègues. Je mettrai tout en œuvre une fois de l'autre côté. Vous apportez la preuve qui m'a fait défaut. 3 mois après son décès, une douzaine de médiums anglais, américains et indiens commencent à recevoir par écriture automatique des messages signés Frederick Myers. Les phrases, souvent en latin ou en grec, langue qu'il parlait couramment, n'avaient ni queue ni tête. Mais chacun des correspondants était prié de se mettre en relation avec une personne précise, qu'en général il ne connaissait pas, et qui venait elle-même de recevoir un texte incompréhensible avec le nom d'un autre médium à contacter. Assemblés dans l'ordre indiqué, ces bouts de phrases se mirent à former, telles les pièces d'un puzzle, un texte d'une grande élévation littéraire. Par le biais de ces relais humains, plus de 3000 communications croisées furent ainsi collectées durant 20 ans. Le résultat final de ce protocole posthume est conservé à la Society for Psychical Research à Londres. Il constitue pour les historiens qui ont étudié ce cas l'indice le plus difficilement contestable d'une communication effective entre les morts et les vivants. Quant au droit d'auteur perçu par Geraldine Cummins pour avoir mis sa plume au service de feu Frederick Myers, elle n'a pas attendu une décision de justice pour les reverser aux héritiers de ce dernier. Voilà donc une série de témoignages validés sur décision des juges, émanant de personnes défuntes ou dans le coma profond. Mais la justice est allée plus loin. Elle a également jugé recevable le témoignage des végétaux. C'est mon regretté ami Jean-Marie Pelt, l'un des plus grands botanistes que la Terre ait connu, qui m'a appris qu'une jurisprudence américaine avait établi que les plantes n'oublient jamais un agresseur. L'état d'alerte qu'elles éprouvent ensuite à son approche est mesurable par des oscillographes. Ainsi, la réaction électromagnétique enregistrée sur des hortensias avait-elle permis de confondre un assassin dans l'état du Wisconsin. Le crime ayant été commis à l'intérieur d'une serre, en l'absence de tout témoin, mais au terme d'une bagarre ayant endommagé les hortensias. Un expert suggéra de faire comparaître différents suspects devant les victimes collatérales. L'émotion manifestée par les plantes à l'entrée de leur agresseur déclencha un pic sur l'écran de l'oscillographe auquel elles étaient reliées par des électrodes. Et leur témoignage fut déclaré recevable devant le tribunal suite aux aveux spontanés que cette émotion végétale avait provoqué chez le meurtrier. Ouais. C'est la vie, vous voyez, le romancier que je suis s'incline toujours devant les merveilleuses histoires qu'on nous raconte la réalité, souvent. Pour rester dans l'étonnante capacité des autorités judiciaires à entrer dans la logique de ce que les matérialistes ordinaires appellent les fantasmes du paranormal, je m'en voudrais d'omettre ce jugement du tribunal correctionnel de Boué, au Gabon. Vous me permettrez en l'occurrence de citer dans sa quasi-intégralité cette jurisprudence hallucinante en date du 2 avril 1964. Attendu que Biéké Étienne a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Séan pour la prévention d'avoir involontairement causé un homicide sur la personne du sieur Akoué Joseph. Attendu qu'il résulte des débats et du dossier que Biéké Étienne, le 13 septembre 1963, s'est rendu à la chasse dans l'après-midi, que vers 16h, il vit venir à lui un chimpanzé, que celui-ci s'approchant de plus en plus de lui en hurlant, Biéké se vit dans l'obligation de le charger à la tête d'un coup de feu. Que le chimpanzé tomba et fit plutôt entendre un cri d'homme, qu'il se redressa en homme et put encore faire 1000 mètres en forêt en courant, quand Étoumé Elisabeth, qui le rencontra, le prit par la main, que la victime s'affaissa et mourut sans rien dire. Attendu qu'à l'audience, le prévenu a soutenu qu'il voyait parfaitement clair lorsqu'il avait fait partir le coup de feu et qu'il avait bien identifié sa victime à un chimpanzé. Attendu qu'un homicide involontaire n'est punissable que si c'est bien un homme qui a été tué par maladresse, imprudence ou négligence, que dans le cas d'espèce, Biéké a visé en plein jour et a tiré sur un chimpanzé et non sur un homme, que si le chimpanzé est devenu homme après le coup de feu, Biéké ne peut plus être retenu dans la prévention d'homicide volontaire. Attendu qu'il est de notoriété publique au Gabon que les hommes se changent soit en panthère, soit en gorille, soit en éléphant, etc., pour accomplir des exploits, éliminer des ennemis
défendre leur plantation et ravager celle des voisins et des amis, que ce sont des faits qui sont inconnus du droit occidental, mais dont le juge gabonais doit tenir compte, attendu que les transformations des hommes en animaux féroces sont aussi en vue de ne pas effrayer le gibier, pour s'en saisir plus facilement, attendu qu'Akoué Joseph, qui est parti à la chasse sans armes, n'en avait donc pas besoin, puisqu'il pouvait prendre du gibier autrement qu'avec une arme, attendu que s'il faut punir les homicides involontaires de chasse, il y a lieu toutefois de considérer les cas et de sévir contre ces pratiques magiques et sorcières qui peuplent le Gabon, surtout en matière d'opérations en forêt, et qui retardent énormément l'évolution de notre peuple. Attendu que le tribunal a l'entière conviction qu'Akoué Joseph s'est transformé en chimpanzé et que Biéké Étienne, notable, ancien combattant, largement décoré, ne pouvait pas tirer en plein jour sur un homme contre lequel il n'avait aucun antécédent défavorable, par ces motifs, le tribunal déclare Biéké Étienne non coupable des faits qui lui sont reprochés. Terminé. Je voudrais revenir au cœur de notre chère logique française cartésienne, comme disent les matérialistes qui oublient que Descartes fut l'un des premiers penseurs à formuler une théorie sur l'influence de notre humeur sur les événements extérieurs, jusque dans les jeux de hasard. Je voudrais citer le succulent procès-verbal consultable dans les archives de la préfecture de police de Paris concernant l'affaire Jean Romier. Nous sommes en juin 1925, au Jardin du Luxembourg. Jean Romier, un étudiant de médecine de 24 ans, est en train de réviser ses cours au soleil lorsqu'un vieillard en redingote vient s'asseoir à côté de lui. Rapidement, ce dernier engage la conversation et se met à parler de Mozart, une passion que partage le jeune homme. « Venez donc chez moi vendredi soir à 9h, j'organise un petit concert de musique de chambre pour mes amis. Nous jouerons les quatuors avec flûte de Mozart. » L'étudiant accepte, ravi de cette occasion d'entendre sans bourse délier son compositeur favori. Le vieillard se lève, donne son nom et son adresse. Alphonse Berrulier, 6 rue Vaugirard, 3e gauche. Le vendredi 5 juin, à l'heure dite, Jean Romier sonne à la porte du vieux mélomane et passe une soirée délicieuse en compagnie de sa famille et de ses amis. La seule chose qui l'étonne un peu, c'est que ces gens, qui visiblement disposent d'une fortune confortable, s'éclairent encore au gaz. Cela relève sans doute moins de la radinerie que du passéisme. D'ailleurs, ils sont tous habillés à la mode du siècle précédent. Ils ont le teint pâle et les traits quelque peu figés, comme s'ils étaient en cire. Le jeune homme songe malgré lui au musée Grévin qu'il affectionne et qui a ouvert ses portes 43 ans plus tôt, jour pour jour. Entre deux quatuors, il devise avec les petits-fils Berrulier qui ont le même âge que lui. André prépare Naval, Marcel fait son droit. Il grille quelques cigarettes en buvant du madère. À minuit, Jean Romier prend congé et il exprime à ses hôtes toute sa gratitude pour cette soirée hors du temps. À peine arrivé sur le trottoir, il se rend compte qu'il a oublié son briquet en or, un cadeau de ses parents auquel il tient particulièrement. Il remonte aussitôt. Il sonne. Pas de réponse. Il plaque son oreille contre le bas-pan, aucune voix, aucun bruit. Pourtant, l'appartement était plein. Quelques minutes plus tôt, il est parti le premier. Il n'a croisé personne en remontant. Très perturbé, il entreprend de cogner à la porte. Le voisin de droite sort sur le palier, furieux de ce tapage nocturne. Jean lui explique la situation. Vous me prenez pour un idiot, cet appartement est vide depuis 20 ans. L'étudiant en médecine se dit qu'il a affaire à un fou. Il lui répète sur un ton posé qu'il vient de passer la soirée chez Alphonse Berrulier. Mais il est mort en 1905, riposte le voisin. Si vous êtes entré chez lui, c'est que vous êtes un cambrioleur, au voleur. Alerté par les cris, le concierge grimpe les marches et confirme la version délirante du troisième droite, qui appelle la police. Et le jeune homme en état de choc se retrouve au poste. Un coup de fil aux parents du prévenu permet d'établir sa moralité et sa bonne santé mentale. Dès l'aube,
Le commissaire le ramène sur les lieux pour vérifier ses dires. Aucune trace d'effraction. Ils sont rejoints par le propriétaire de l'appartement, un certain monsieur Mauger, qui ouvre de mauvaise grâce l'appartement laissé à l'abandon depuis qu'il l'a reçu en héritage. Jean Romier manque s'évanouir. L'appartement est tel qu'il l'a décrit au commissaire, comme le constate le policier, de plus en plus perplexe. Mais les meubles sont recouverts d'une épaisse couche de poussière et les toiles d'araignée envahissent ce décor qui dégage une intense odeur de moisi. « C'est lui, c'est Alphonse !» s'exclame soudain Jean en désignant l'un des portraits. Monsieur Mauger confirme, c'est bien son arrière-grand-père. Sur les photos encadrées, l'étudiant identifie dans la foulée le petit Marcel qui fait son droit, le jeune André qui prépare Naval. Atterré, le descendant ne peut qu'opiner. Il s'agit bien de son grand-père qui fut avocat, de son grand-oncle qui est mort amiral. Jean Romier s'effondre dans une bergère. Au milieu d'un nuage de poussière, M. Mauger se rappelle alors que Pépé Marcel lui avait raconté un jour les concerts privés qu'organisait son propre grand-père, obsédé par Mozart et ses quatuors à cordes. Qui d'autre pourrait s'en souvenir? Même moi, j'avais oublié. Jean l'héritier, complètement déboussolé. Mais qui êtes-vous, monsieur? Un voyant, un nécromancien? Le commissaire, lui, pragmatique, a une autre question en tête. Il demande à l'invité du passé pourquoi il a voulu revenir si vite dans cet appartement que, soi-disant, il venait à peine de quitter. Jean raconte l'oubli de son briquet et les conduit dans le salon-bibliothèque où, quelques heures plus tôt, il fumait en compagnie de ce futur amiral défunt qui avait alors son âge. Et tous se figent devant un guéridon. Le briquet en or. Il a frappé des initiales de Jean Romier, mais il est recouvert, comme le reste, d'une épaisse couche de poussière et de toiles d'araignée. Tous ces détails renversants figurent dans le procès-verbal du 6 juin 1925. Albert Einstein, passionné par ce fait divers, a prononcé une phrase que les exégètes n'en finissent pas de commenter. « Ce jeune homme a trébuché dans le temps, comme d'autres ratent une marche d'escalier. » Seigneur, fais de moi un instrument de la paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Oh Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant que l'on renaît. N'aie pas peur de l'émotion. N'aie pas peur de l'émotion. On a les émotions, les êtres humains, quand on connecte. Quand on connecte vraiment, quand tu connectes avec le cœur, on a les émotions, tous. C'est normal ça. On a juste perdu l'habitude de connecter avec le cœur. Si tu pardonnes ton frère,
à qui t'en as voulu pendant 10 ans, au moment où tu lui pardonnes, au moment où tu ouvres, t'as des émotions. C'est comme ça. Ça s'appelle être un être humain. C'est ça qui fait la différence. L'émotion que tu as, c'est ce qui te différencie des gens qui font du mal, en fait. Cette sensibilité, c'est cette ouverture, cette capacité à ressentir les choses, c'est ça qui te différencie. Il faut arrêter d'en avoir peur, il faut laisser du temps aux gens. Des fois, les gens, ils ont des émotions. Bah, tu les regardes. Tu en passes des mouchoirs. Et quand tu as les tiennes, tu les as. Et tu attends qu'on te passe un mouchoir, c'est tout. On va pas voir rond non plus d'être des gens sensibles, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous souhaite un très bel été à toutes et à tous sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM.